Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée et dévouée à vos territoires, à vos villes à travers ces artistes. Et une nouvelle fois dans ce Culture T, je vais vous prouver que le socle de l'émission, c'est d'être le plus hétéroclite possible. Nous sommes à Marseille, Marseille version 2013, capitale européenne de la culture. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Le premier incontournable de ce Culture T, c'est Nicolas Rubinstein. Il est artiste contemporain, sculpteur plasticien. Son Mickey désossé, vous le connaissez, mais il y a plein d'autres chefs-d'œuvre à son actif. On est allé le rencontrer dans son atelier. Ok, yeah. Je suis un grossiste, je ramène de la Blue Magic. Ils sont perdus dans leur personnage, bloqués dans leur matrice. Mo, jeune rappeur de Marseille, d'origine comorienne. Il nous parle de son nouvel opus intitulé King Kong. Plein d'autres surprises dans ce Culture T, ici à Marseille, notamment une très belle rencontre avec le photographe JR qui a illuminé la Belle de Mai de ses photographies. Mais sans plus attendre, je vous l'ai dit, rencontre avec le sculpteur, plasticien, artiste contemporain Nicolas Rubinstein. Salut Nico. Bonjour. Tu vas bien? On est à Marseille. Je comprends pas, tu es né à Paris. Qu'est-ce qu'un artiste a bien pu faire ici à Marseille? Ah, ça, c'est les hasards de la vie qui font ça. C'est le vent de la liberté, de la Méditerranée qui t'a fait venir ici? En fait, plus exactement, la naissance de mon fils aîné. D'accord. Ce qui a été une chance pour moi, puisque je suis arrivé dans cette ville, où cette ville était vraiment dans une période de crise de population, on perdait beaucoup de population, donc l'immobilier était très peu cher, ce qui m'a permis de faire ce que je ne pouvais pas faire à Paris, c'est-à-dire d'investir dans un lieu qui soit à moi, et de commencer à créer mon univers. C'est très important pour moi, l'atelier, hein, puisqu'on est ici dans mon atelier, et vous allez pouvoir juger, c'est une espèce de bric-à-brac apparent, mais en fait tout ça est très structuré, voilà, ça ressemble un peu à mon cerveau ici, et j'avais besoin, ça fait partie intégrante de ma création, donc pour moi c'était Marseille, à ce point de vue-là ça a été une chance. Alors Nicolas, est-ce que tu as un souvenir particulier qui peut te lier à l'art? Est-ce que gamin, tu as eu une sorte de choc où tu t'es dit, tiens, c'est fabuleux cette musique ou cette œuvre d'art, j'ai envie d'en faire quelque chose? À la fin de mes études lycéennes, j'avais des velléités de faire les beaux-arts, mais c'était un peu compliqué au niveau familial. Enfin, c'est un grand classique dans toutes les familles. Oui, c'est vrai. J'ai donc suivi une autre voie. J'ai été au bout d'études d'ingénieur géologue. Et entre-temps, j'ai eu là deux chocs, effectivement, de deux pièces qui m'ont conduit vers l'art contemporain. C'est la pile de valises d'Armand, qui est dans la cour de la gare Saint-Lazare, qui m'a beaucoup touché. J'ai eu là vraiment une grosse émotion. Ça m'a parlé de ma famille, de mon histoire. J'ai vu beaucoup de choses. Et une autre pièce, à l'époque, c'était un grand tableau de Velikovic que j'ai vu rue Jacob, qui représentait un rat sur une place de laboratoire, un rat disséqué sur une place de laboratoire. Ce qui correspond aussi à mes jeux démons. J'ai beaucoup travaillé sur les rats dans mon travail. Après ce choc émotionnel, alors je ne sais pas dans quel ordre se font les choses, je ne peux pas dire, mais je pourrais dire, c'est pour un agnostique, ou même un athée, on pourrait dire, un agnostique, en tout cas comme moi, c'est difficile à dire, mais j'en ai eu la révélation de cette carrière d'artiste. Mais alors, le Mickey, dès l'enfance, tu avais envie de lui faire sa fête, de le disséquer? Il y a un plaisir personnel à lui dire, toi, je vais aller voir ce qu'il y a derrière, justement, le mythe Disney, le mythe Mickey? Alors, Mickey, oui, ça a fait beaucoup pour ma reconnaissance, c'est vrai, grâce à une expo à Mayol. Mickey, c'est un travail très important, mais non, je ne pensais pas à le disséquer quand j'étais petit, hein. Moi, je suis la génération Club Mickey, je lisais le journal de Mickey. Tu étais respectueux de Mickey, ça. Non, mon préféré, c'était Donald, le canard râleur, mais comme beaucoup. Ouais, Mickey est trop lisse, c'était déjà trop lisse et trop policé pour moi à l'époque. Moi, c'était Donald et les Castors Juniors. Ouais, et Géo trouve tout. Voilà. Il y avait déjà cette idée de construire, ouais, de faire des trucs, quoi. Et puis c'est tout la même famille. Hein, Pour raconter l'histoire de Mickey, je voulais présenter un projet qui était une espèce de mur de rat mort, voilà, que j'ai réalisé par la suite. Mais l'ami avec qui j'étais, l'agent avec qui j'étais, avait du mal à s'approprier le projet. Et pour lui expliquer le projet,
j'ai dessiné en fait un Mickey dans lequel était intégré un squelette de rat. Et je lui ai dit, c'est la même histoire que je te raconte. Comment dire, ça n'a pas été une volonté délibérée d'utiliser un symbole, mais finalement ce symbole a fait que mon discours d'un coup a paru, je pense, plus clair pour certains. Et ce Mickey disséqué, moi Mickey, comme je te l'ai dit, hein, moi enfant du club Mickey, lecteur du journal de Mickey, c'est vraiment mon enfance et je pense que c'est plus mon enfance que j'ai disséqué plutôt que Mickey. Et en même temps, ce personnage, pour moi, trop lisse, trop polissé, il y a quelque chose à l'intérieur, voilà, c'est vivant. D'ailleurs, c'est très drôle parce que lors des expos, les reproches qui me viennent à propos, parce que j'en ai quelques-uns pour ce travail, ne viennent jamais des enfants qui, eux, adorent en fait voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais des mères de famille qui me reprochent d'avoir tué l'image de Mickey. Ça dénote quand même. Oui. Alors Nicolas, là on est sur un premier poste, on va se balader. On va aller sur un autre poste, hein, pas loin. Mais alors je vois un petit peu partout l'atelier. Tu n'as pas de taille de prédilection, tu fais un peu toutes les tailles, toutes les formes. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux quand même définir, est-ce qu'il y a un style qui t'est propre? Alors évidemment il y a les ossements, on pourrait dire. Il y a une sorte de dissection intellectuelle et physique de, voilà, on le disait, de Mickey mais de bien d'autres. Ça serait un peu les bases de ton style? Un style qui m'est propre. J'aimerais bien qu'un jour on dise qu'il y a un style qui m'est propre, mais ce qui m'est propre en tout cas, c'est l'utilisation des ossements. Ça a toujours été présent dans mon travail, que ce soit au niveau plastique, au niveau réel, enfin formel ou réel d'ailleurs, des vrais os, des os en plastique. Alors ce travail-là, c'est un nouveau projet que je vais présenter à Priva l'année prochaine. Enfin, c'est l'amorce d'un travail. Alors, pour revenir à ta question, c'est vrai qu'il n'y a pas de taille de prédilection. Ce que j'aime beaucoup faire ces temps-ci, c'est des grosses installations. C'est-à-dire, en fait, je pense mes expositions en fonction de l'espace qui m'est proposé. D'accord. Et je produis, c'est vrai, des pièces de toute taille, parce qu'il y a les prototypes, donc ils sont petits, on réfléchit en petit. Et après, une fois que le projet est abouti, on peut construire des choses à la taille du lieu. Donc c'est la chance, c'est ce que je te racontais tout à l'heure, mon passage dans tous ces ateliers de publicité, c'était avant les images de synthèse, donc tout était mécanique et optique, on fabriquait tout. Il fallait créer, ouais. Et voilà, il fallait une bouteille qui grossisse et 20 sculptures qui grossissent de millimètre en millimètre, c'est pas un morphing qu'on fait en 2 secondes. Donc j'ai pu apprendre tout ça. Donc c'est vrai qu'au niveau échelle ou matériaux, c'est vrai que je suis très libre. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'image à rendre. Et pour parler de ce projet, donc qui sera un futur projet, qui devient peut-être moins formel ou moins figuratif que les autres, bien que ce soit très figuratif, mais en tout cas où la compréhension est peut-être moins directe, c'est un travail sur les engrenages. Voilà. Et donc c'est réaliser des roues dentées où la dentelure va en l'occurrence là être faite par des vertèbres. Donc là il n'y en a qu'une, il y en a une deuxième qui se fait à côté, qu'on va essayer d'engrainer. C'est vraiment le début du projet, hein. Mais il est prévu après de faire des roues de très grand volume, voilà, une espèce d'industrie. Et là on parle encore de transmission avec les engrenages, évidemment. Donc c'est... Merci beaucoup, Nicolas. C'est un plaisir. Merci à toi. Tu peux revenir quand tu veux. Je connais l'adresse, ça y est. De Rio à Berlin, en passant par ici au quartier de la Belle de Mai, le photographe français JR n'en finit plus d'exposer gratuitement ses œuvres, des œuvres monumentales. Pour Marseille, il a choisi des clichés d'hier et d'aujourd'hui, des Marseillais pure souche. Un sujet signé Esther Griff pour Mars Actu et bien sûr Culture T. All set? Let's go. Il appelle ça du collage photographique. JR est devenu en une dizaine d'années l'une des icônes de la photographie mondiale. Ce Français parcourt le monde pour rencontrer puis témoigner avec ses photos sans limite de taille, sans limite de lieu, à ciel ouvert, une exposition gratuite pour le plus grand nombre. De Berlin à Rio, de New York à Vevey, le jeune homme envahit le monde et ne laisse personne indifférent.
Son talent est affiché à Marseille depuis quelques mois, un autre pari pour l'artiste aux 2 initiales. Ça fait 10 ans que je passe à Marseille, j'ai fait des petits collages mais jamais de vrais projets. Et il fallait la bonne occasion, le bon moment et le bon projet, je pense. Et là, il y avait tous les éléments réunis et une vraie envie de bosser ici. Donc on est venu mettre un gros coup de colle sur la ville, sur la Belle de Mai en tout cas. Là, j'ai demandé cette fois-ci aux habitants de la Belle de Mai pour retrouver des photos d'archives des habitants, des archives municipales, avec le CRS, une association ici. Et c'est les gens qui ont amené les photos qui faisaient sens pour eux. Et ensuite, je les ai remis en place. On a travaillé sur une 10-15 murs à peu près dans la ville. Alors, celle derrière vous, c'est en fait le regard du père d'une femme qui s'appelle Fatima et qui vient d'Algérie et qui a choisi 2 images. Une qu'elle a été chercher aux archives, et ça c'est la porte du Sud à Alger, une photo du début du siècle qui est collée 1 rue Masséna. Et l'autre, c'est cette image qui est la photo de son père qu'elle n'avait jamais vue, en tout cas cette image-là, qu'elle a été recherchée auprès de sa famille là-bas en Algérie et elle me l'a confiée. Et j'aime bien l'idée que ce soit un regard d'anonyme qui n'a jamais mis les pieds à Marseille sûrement et qui est collé là et qui regarde tous les gens qui arrivent à Marseille tous les jours. Je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce quartier, de gens qui arrivent, qui repartent, de gens qui sont là depuis toujours. Et chacun se sent un peu chez soi et ramène un peu de ses racines avec lui. JR est avant tout un artiste engagé. Son talent continue d'éclabousser les rues et les paysages du monde entier. Et en ces temps de crise et de dématérialisation globale, c'est vraiment pour notre plus grand bien. On continue cette balade culturelle ici à Marseille. L'un des grands oubliés quand même de Marseille 2013, c'est le hip-hop. On est allé à la rencontre d'une de ces jeunes pousses, MOH, d'origine comorienne. Il a grandi dans les quartiers nord de Marseille et on l'a rejoint au quartier de l'Estac. C'est parti pour une balade très sympathique. Salut MOH. Comment tu vas? Et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, c'est un peu la vie rêvée, Marseille, Ouais, le ciel bleu. C'est pas mal, hein? Ah, c'est pas Comme mal. ça, on est au top, là. Alors là, on est dans un quartier, c'est Marseille, hein, Ouais, c'est Marseille, bien l'Estac. sûr. Ouais, Toi, on tu est n'es à pas de l'Estac. l'Estac. Hein. Je suis pas de l'Estac, moi. Moi, je viens des quartiers nord, mais plus haut, du 15e arrondissement. C'est-à-dire que je suis un peu plus en hauteur que l'Estac. D'accord. Mais je viens de la Soli, un quartier qui s'appelle la Solidarité. Ouais. Mais on est à 10 minutes, de la plage. C'est énorme, non? Ouais, c'est le bonheur aussi. Ouais, franchement, c'est énorme. Toi, tu es un Marseillais Moi, je suis pure souche. Marseillais, pure souche. Tu as des origines? Ouais, des origines comoriennes. D'accord. Et toi, dès gamin, tu as compris que Marseille, c'était particulier Marseille, ou pas? c'est spécial. C'est spécial et je l'ai senti. Hein. Depuis minot, moi, je jouais au foot quand j'étais jeune. Je jouais à un bon niveau. J'étais vraiment à fond dans le ballon. Et même dans le ballon, peu importe, de partout où j'allais, je sentais que Marseille, c'était vu différemment. Et surtout quand j'allais dans les autres villes, c'était Marseille, quoi. Quand on arrivait, les Marseillais, il y a les Marseillais en fait. Et c'est incroyable C'est une ce truc. référence. Ouais. C'est même là, même quand je pars en vacances avec des amis ou peu importe, quand ils disent il y a les Marseillais, il y a les Marseillais, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est important. Ouais, c'est important. Alors moi, c'était important dans ma première émission sur Marseille de mettre justement du rap, du hip-hop, parce que moi, depuis gamin, ma référence culturelle sur Marseille, c'est déjà du rap et du hip-hop pour ma génération. Ouais. Mais alors, ça a été très oublié de Marseille 2013, Ouais, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai. Alors que toi, j'imagine que le rap aussi, depuis gamin, t'as baigné dedans, bien sûr. non? Ah, moi, j'ai baigné dedans, hein. Mais à fond. En fait, je suis né dans le rap, je suis né dans le hip-hop, je suis né dans la musique en général, en fait. Donc, avec ce que je répète souvent, hein, c'est ce qu'ils m'ont appris, qui m'ont donné cette culture musicale. C'est mon frère qui jouait de la guitare, qui écoutait du Chicken Jaffa Kooli, qui écoutait du Alpha Blondy, mes sœurs qui étaient danseuses, qui écoutaient de la dancehall, de la new jack,
Mais mon autre sœur qui écoutait du rap français, donc c'était vraiment diversifié. Ma mère qui écoutait les chansons comoriennes et mon père, tu vois, toute cette culture musicale qui a fait en sorte que, voilà, je ne suis pas qu'un rappeur, moi, je suis artiste. J'aime la musique, je suis fan de musique en fait. C'est la révolution, c'est la seule solution. Mais je lâche jamais l'affaire, tu sens la rage dans mes vers. C'est le chant de la crasse, à la froideur du fer. Tes frères sont brasse mouillés, pour moi dans tout l'hexagone. Je crache des flammes par le nez, un mot H dragon. Que le peuple se lève, personne nous marche dessus. La plupart des haineux sont des ex-rappeurs déchus ou des labels merdiques, labels de sadiques. Je m'en bats les couilles, c'est MOH, t'as reconnu mon éthique. Tout ce que tu as eu justement, tu le disais, ces émotions d'origine comorienne, Marseille, le rap, tout ça vraiment, ça a baigné dans ce que tu es aujourd'hui, notamment avec le nouvel opus qui vient de sortir. Exactement, exactement. C'est moi en fait, c'est ma personne. Et à Marseille, il y a beaucoup de personnes qui se ressentent dans mes écrits. Pourquoi? Parce qu'on a tous à peu près, bon pas tous le même parcours, mais on a eu le parcours de nos parents qui ont fait en sorte que voilà, ça a explosé. MOH, ça a pris de l'ampleur. Ouais. De l'ampleur que je ne m'y attendais pas. Je savais que j'étais créé pour faire de la musique, du son, mais je ne savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, le rap, qu'est-ce que tu écris dedans? Quelles sont les paroles que tu veux insuffler toi à chaque morceau qui sont importantes pour toi? Qui sont importantes pour moi. Donc déjà, pour commencer, c'est un truc peut-être qui va te faire plaisir. Ce que je dis moi dans mes textes, c'est que je suis journaliste. Je décris ce qui se passe en fait. Je prends, je vois, je décris des émotions, je décris des endroits, je décris tout ce que j'aperçois, tout ce que je vois, tout ce qui me choque, tout ça là. Ah ben c'est ça mon boulot en fait. C'est de décrire, de dire ce qui s'est passé ou ce que je vois, T'es un ce que témoin de j'entends. ton temps. Voilà, exactement, voilà. Ok, G. Parle-moi de Hippie, MD, Easy E, Run MC, Rakim, Public Enemy. Que j'apprenne l'origine du rap, l'art des mots. Remixé façon Molière, marché entre les molaires. C'est une histoire, donc respecte le rap. Ils le souillent de sécrétion, de phase de récréation. Ils me font de la peine pour qu'ils se prennent. Ils veulent tester la black music, mesquine. Tu fuck les Kerry, tu rappes donc tu les imites. C'est comme comparer Denzel Washington et Jerry Lhermitte. Mets-moi du Rick Ross, que je taille à la muscu. Jusqu'au crépuscule, v'là le son qui bouscule. J'étais fan de rap français, plus personne ne fait kiffer. À part un ou deux, la plupart des albums sont bâclés. Tu Voilà, pourrais c'est ça, mon décrire truc. comment ton rap? C'est un rap, je sais pas, dur, un peu comme la côte ouest américaine. Comment je pourrais décrire mon rap? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé très dur, très dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, je suis un nerveux, hein. Je suis vraiment très nerveux. Donc, c'est comme un boxeur. Je me vois comme un boxeur. En fait, tous ces nerfs-là, je le lâchais dans la musique. C'est pour ça que. Rentrer sur le ring et Ouais, d'y ouais, aller, quoi. voilà, exactement. C'est pour ça que quand on écoute mes chansons d'il y a quelques années, j'étais plus énervé. Je lâchais tout ce que. Tout. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Mais avec l'âge et la maturité, maintenant j'ai su driver ma voix, driver mes sentiments. On vit avec les blattes, ici c'est battre. Méfie-toi des messes basses, espace. Plus loin j'écris la suite. La réussite me fait des signes, la street me félicite. Digne on le reste et on le restera. On investira dans les murs et les restaurants. Ils glorifient le crime, sont-ils inconscients? Les mamas pleurent, Marseille paye le prix du sang. Les démons sont dans la poudre blanche. Tu veux en découdre, tu tires, mais le bang se venge. Les anges sont à la soupe, crache pas dans la soupe, marche droit même si c'est dur dans le wood. Dis, ok y'a du buzz, on s'affole pas. Et poto, dis pas que j'ai changé si tu me connais pas. La nouveauté, King Kong volume 1. C'est ça. Alors déjà King Kong, c'est pour montrer que ça y est, Ouais, t'es là, c'est bon. t'es dans la place. Ça y est, j'y suis. Il faut faire Ouais. attention. Parce quoi, que hein. j'ai mis du temps. Hein. Franchement, j'ai mis du temps. Ce qui est malheureux, c'est que à Marseille, de l'extérieur, on croit apercevoir dans le hip-hop marseillais, on croit apercevoir une sorte de fraternité, que tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est faux. Et avec mon manuscrit, donc voilà, mon manuscrit c'est mon premier album. Donc on a vraiment galéré pour rentrer, mettre un pied vraiment dans ce game là, tu vois. Donc, et mon manuscrit, j'ai su faire mes preuves. Je l'ai bien travaillé, je l'ai travaillé pendant 3 ans, mon premier album solo qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 8 mois de ça. Et là j'ai enchaîné avec une mixtape, King Kong Volume 1, c'est pour dire les gars, c'est bon, T'es ça là. y est, ouais, je suis là et je partirai pas.
Je vais faire du son encore. Je vais continuer, je ne vais pas m'arrêter. Et alors il y a du featuring dedans, hein, qui Ouais, te fait plaisir. ouais, il y a Aller plus- chercher du son un peu partout. Ouais, hein. c'est ça. Il y a plus de featuring que contrairement à mon manuscrit. Là, la mixtape, King Kong Volume 1, je me suis fait plaisir, quoi. Il y a LECK, un rappeur parisien, il y a DJ Métis, un chanteur comorien, et, il y a Camille, une superbe chanteuse. Il y a mes rassemblements que je fais, je ne sais pas si tu es au courant, que je vais chercher, je vais dénicher tous les jeunes talents de Marseille qui n'ont pas les moyens de sortir des CD et tout ça. Je vais les chercher dans leur propre quartier et je fais des rassemblements. Donc voilà, je me suis fait plaisir, quoi. Franchement, je me suis régalé. Bon, bah écoute, merci à toi. Merci à Il vous, est les là gars. l'opus, messieurs, dames. hein. MOH, Voilà. King Kong C'est ça, Volume King 1. Kong Volume 1. Hein, évidemment en disque et sur iTunes, toutes les Ouais, plateformes iTunes, légales. il est de Allez-y. partout. Ouais. On va le mettre, nous on va se faire de la bonne zik, on va profiter du soleil marseillais. Le soleil, la Paris vue, est c'est là. pas énorme, mais Ah. sérieusement. Et puis, T'imagines bah écoute, nous on va continuer Ah ben les gars, nos aventures. continuez comme ça. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous donne la force de Marseille, cette force du King Kong, de l'animal De l'animal, qui est là, messieurs, qui se dames. bat, qui se bat. Mais attention, qui se bat pour la bonne cause. Pour la bonne C'est pour cause. ça. Et vous le savez, Culture T, c'est une diversité sans limite. Ouais. Je ne me refuse rien. Ben, c'est énorme. Voilà, dans la même émission, vous avez de tout. Là, on va faire du très classique avec le Mucem, l'ouverture du nouveau musée. Voilà, ils ont mis la démultiplier. C'est vrai que c'est très beau extérieurement. On va vous le Ouais, faire c'est pas mal. découvrir. C'est C'est vrai. parti pour le Mucem. All set? Let's go. Il est enfin sorti de terre pour trôner fièrement face à la Méditerranée. Le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est le nouveau joyau culturel de la cité phocéenne. On y pénètre par le J4, un somptueux bâtiment de verre habillé de dentelles de béton. Une structure pensée par l'architecte Rudy Ricciotti, un espace accueillant 3600 mètres carrés d'exposition. C'est depuis le J4 qu'on accède au Fort Saint-Jean par une passerelle de 115 mètres de long surplombant les eaux. Comme un lien entre le nouveau et l'ancien Marseille, entre la capitale culturelle 2013 et l'antique Massilia. Prenons cette rampe périphérique sous l'odeur des embruns, avec le bruit de la mer, le bruit des bateaux, les hommes portés, la lumière, la castagne solaire, permet d'accéder sur le toit, une promenade qui va de la mer finalement jusqu'au ciel, et sur le toit d'enjamber notre passerelle comme un muscle tendu, allant vers le Fort Saint-Jean, puis du Fort Saint-Jean dans le quartier du Panier. Donc vous voyez, c'est un territoire libéré. Le Mucem a hérité des collections du Musée des Arts et Traditions Populaires, fermé depuis 2005. À cela s'ajoutent quelques œuvres du Musée de l'Homme et plus de 20 000 nouvelles acquisitions. On y redécouvre Jérusalem, l'invention de l'agriculture et la naissance des dieux, autant de merveilles proposant un regard sur la diversité des civilisations constitutives du monde méditerranéen. C'est le premier musée au monde consacré aux civilisations de la Méditerranée et à leur relation permanente avec l'Europe. Relation historique bien connue, faite à la fois d'attirance, de répulsion, de conflits et de périodes de paix et de circulation. Deuxièmement, c'est un musée national transféré en région. C'est la première fois que l'État décentralise dans une grande capitale régionale, qui présentera, comme tout musée, des expositions permanentes et temporaires, et qui en même temps sera un lieu de débat, de confrontation d'idées, de rencontres, et un lieu où il y aura une riche programmation artistique, faite de projections de films, de lectures d'archives audiovisuelles, de musique, et un lieu de vie pour les Marseillais, puisqu'il y aura un restaurant, une librairie. Concerts, projections, expositions et tables rondes rythmeront donc les journées du Mucem. Mais davantage qu'un musée, le Mucem c'est avant tout la chronique des identités qui depuis toujours peuplent les bords de la Méditerranée, d'hier à aujourd'hui. Je vous rassure, hein, je ne pense pas qu'il y ait d'hippopotame dans la cuisine de Gérald Paseda. Paseda, c'est simple, c'est 3 étoiles. C'est le grand représentant de la gastronomie à Marseille et dans le sud de la France. Nous sommes allés à sa rencontre dans le restaurant familial qu'il a repris, le Petit Nice.
All set? Let's go. Ce lieu nous appartient depuis 1917, c'est vrai, et j'ai plaisir à faire perdurer cette histoire le plus possible. J'aimerais bien atteindre les 100 ans, ça serait quelque chose d'assez exceptionnel, je crois. En France, en pleine propriété, d'avoir un 3 étoiles au guide Michelin qui ait 100 ans d'âge, c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup d'estime, bien entendu, pour mon grand-père et mon père, avec ma mère, qui ont fondé cette entreprise, qui est maintenant une entreprise, alors qu'à l'époque, ce n'était qu'une auberge. Voilà. Et tous les jours, je m'éveille avec la même passion que je pense que Germain Passéda, mon grand-père, avait envers lui, en fait. Voilà. Disons que du côté artistique, mon père était déjà chanteur, donc ténor à l'opéra. Ma grand-mère était une des muses de Louis Lumière, puisqu'elle a été aussi chanteuse à l'Alcazar et bien d'autres théâtres, mais elle faisait des photos pour Louis Lumière, les premiers autochromes, donc ceci était très intéressant. Je pense que j'ai dû peut-être, quelque part, avoir une incidence là-dessus, enfin, peut-être que c'était positif, et je présume que oui, puisque j'en suis arrivé là. Et forcément, le côté artistique et démonstratif d'un artiste, qui est, pour ma part, je suis un petit peu tiraillé, si je puis dire. J'adore ce qui est hyper sensuel, hyper fin. De l'autre côté, je peux aussi me satisfaire de quelque chose qui est hyper dur et très rugueux, quoi. Voilà, toute cette antinomie du personnage, je fais qu'à un moment donné, on sort quelque chose de la sève intérieure qui vient de là même, vraiment, pour tirer la quintessence et trouver une voie culinaire. Voilà. Mon père avait déjà fait le chemin avec certains pêcheurs. J'ai, réactivé ce chemin-là avec les pêcheurs parce que c'est tout un travail aussi de copinage pour leur redonner envie de travailler pour nous à la palangre, c'est-à-dire à l'hameçon, de manière la plus traditionnelle possible pour avoir une pêche raisonnée. Et à partir de ce jour-là, j'ai travaillé d'arrache-pied pour connaître le plus possible tout ce qui était les races oubliées de poissons, la saisonnalité des poissons, travailler avec le respect le plus absolu pour la Méditerranée que j'adore, que je chéris par-dessus tout, et ne pas prendre des poissons qui ont touché la glace, les miens ne touchent jamais la glace, bien entendu. Travailler avec ce que l'on me donne et pas demander ce que j'ai envie. Toutes ces démarches un petit peu comme ça, de pragmatique et de paysan, font en fait que la cuisine qui est ici aujourd'hui en ce moment est une cuisine d'épure, d'inspiration et qui tend à aller vers les abysses, parce que je travaille aussi par paliers, comme ça, pour descendre petit à petit dans les fins fonds de la Méditerranée. C'est la fin de votre émission Culture Thé ici à Marseille. Merci de nous avoir suivis. Si vous aimez cette émission et si vous voulez encore plus d'infos, c'est pas compliqué. Vous allez sur Facebook, sur Twitter avec mon profil et celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, c'est ma chronique bande dessinée, coup de cœur dans Métro et Télé Loisirs. Voilà, on va se quitter sur ces très belles images derrière moi d'une des calanques de Marseille. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans Culture Thé. My heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry, I don't laugh and I don't cry.